Récente détention de militants emblématiques en Égypte, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'insurge et demande aux autorités d'enquêter sur les allégations de torture sur les personnes détenues. La maladie du sommeil transmise par la mouche tsetse qui a provoqué des hécatombes au XXe siècle est en passe d'être éliminée en Afrique, mais à condition de ne pas relâcher l'effort de lutte. Des écoliers ont décidé les conséquences de la pollution pour présenter Kinshasa, leur ville et capitale de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue d'un atelier de 2 jours sur les histoires des villes. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Togo. Jean-Pierre Fabre, principal dirigeant de l'opposition, a été investi candidat à la présidentielle prévue début 2020. C'était lors d'un congrès de son parti, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. Plus de 600 participants au congrès l'ont désigné ainsi pour son engagement politique, son dévouement total de longues années et ses efforts inlassables en vue de réaliser l'alternance au Togo. Personnage central de l'opposition, Jean-Pierre Fabre a déjà pris part aux différentes présidentielles de 2010 et 2015 notamment et a toujours terminé en 2e position. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti d'opposition, a sonné la mobilisation à 1 an de la présidentielle de 2020. C'était lors d'une mobilisation de ses militants samedi à Yamoussoukro avec ses alliés. Une véritable démonstration de force. Voici les images. C'est une foule immense qui a assisté au meeting du principal mouvement d'opposition à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et fondateur du parti. Venus de tout le pays, les militants ont reçu un message de mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre parti. À l'approche de l'élection présidentielle prochaine, le PDCI RDA, ses alliés et sympathisants sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Le retour de tous les exilés civils et politiques, y compris Laurent Gbagbo et Blé Goudé. À cette occasion, le numéro 1 du parti, Henri Konan Bédié, a également adressé des critiques acerbes au régime du président Alassane Ouattara, avec lequel il était allié jusqu'en août 2018, fustigeant des dérives dangereuses et totalitaires qui menacent la République. Après avoir rompu avec le parti du président Ouattara, le PDCI cherche à construire un front commun d'opposition pour remporter la présidentielle, notamment avec l'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui a participé au meeting. Pourquoi je vous dis, aujourd'hui, notre mobilisation est urgente. Demain, ce sera trop tard. Mobilisons-nous. Le président Bédié, à son âge, et vous a lancé un appel tout à l'heure. Saisissez cet appel, mobilisons-nous et en avant pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement de Yamoussoukro intervient après un meeting commun et inédit PDCI-FPI qui s'était tenu mi-septembre à Abidjan sous le mot d'ordre de la réconciliation nationale. Anciens ennemis jurés, les 2 anciens présidents, Bédié et Gbagbo, s'étaient rencontrés fin juillet à Bruxelles. Des écoliers ont dessiné les conséquences de la pollution pour présenter Kinshasa, la ville et capitale de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue d'un atelier de 2 jours sur les histoires des villes. Reportage.
La gestion des déchets est un véritable cauchemar en République démocratique du Congo et dans sa capitale, Kinshasa. Et les habitants se plaignent de vivre dans une décharge encadrée par 8 artistes expérimentés, les écoliers de 2 écoles consulaires françaises et belges et de 2 écoles de la périphérie de Kinshasa ont réalisé des dessins pour présenter leur ville. Lesquels dessins ont été présentés au centre culturel français de Kinshasa. Certains écoliers ont accroché des carcasses de téléphones cellulaires sur des plaques, d'autres ont été pris en photo, enduits de peinture sur leur corps pour représenter les violations des droits de l'homme. Certains ont construit une maisonnette avec des bouteilles en plastique. Nous étions au nombre de 8 artistes et chacun de nous a eu à entretenir 2 ateliers avec ses enfants qui ont été appelés à penser de tout ce qui se passait à Kinshasa, tout ce qui est infrastructure, embouteillage, mauvaise circulation, des rivières mal entretenues. C'est ce qui a été à la base de l'imagination des enfants. J'ai voulu m'exprimer sur la pollution de l'eau, parce que le fleuve Congo est très pollué et on ne respecte pas beaucoup les signalisations. On jette ses déchets dans la rue. J'ai voulu un peu parler de tout ça en m'exprimant avec l'œuvre. À Kinshasa, mégapole de 12 millions d'habitants, les ménages produisent au moins 480 mètres cubes de déchets par jour. Dans le cadre d'un projet qui a pris fin en 2015, l'Union européenne avait injecté $1 million par mois pour leur évacuation. Mais désormais, la régie chargée de l'assainissement de la capitale congolaise ne dispose que d'un budget de $400 000 par an, selon son directeur Anderson Vantoto. Depuis, des montagnes d'immondices ont fait leur apparition dans la ville. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a assisté cette semaine à l'ouverture de la 2e phase du projet de chemin de fer qui relie Nairobi à Naivasha. À cette occasion, le chef de l'État kenyan a rappelé l'importance des infrastructures de transport de qualité dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration du climat d'investissement et l'accroissement de la compétitivité du pays. On l'écoute. We therefore then embarked on a journey of developing the standard gauge railway. Il y a 5 ans, nous nous sommes lancés dans le développement d'un chemin de fer à voie normale avec les États partenaires de l'Ouganda, du Rwanda et du Sud-Soudan. En conséquence, nous avons achevé la première phase du chemin de fer à écartement normal Mombasa-Nairobi qui a commencé l'année dernière à transporter des passagers et du fret. À ce jour, nous avons transporté plus de 3,5 millions de passagers et 6 millions de tonnes de fret. And 6 million tons of freight. Today, we are marking yet another milestone with the commissioning of this 120. Aujourd'hui, nous marquons une nouvelle étape avec la mise en service de la ligne ferroviaire Nairobi-Naivasha de 120 km, qui est la phase 2 de l'ensemble du projet. L'achèvement de la section Nairobi-Soussoua de ce projet devrait révolutionner le développement des zones environnantes. Un nombre important d'infrastructures de transport de qualité est vraiment important pour stimuler la croissance économique, car cela améliore le climat d'investissement et accroît notre compétitivité en tant que nation. Les projets d'infrastructures économiques tels que les infrastructures routières et ferroviaires dans les pays en développement ne devraient pas être considérés comme des investissements à but lucratif, mais comme un moyen de stimuler la croissance socio-économique dans nos pays. Récente détention de militants emblématiques en Égypte. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'insurgeait et demande aux autorités d'enquêter sur les allégations de torture sur les personnes détenues. Reportage. Plusieurs militants connus pour avoir participé à la révolte populaire de 2011 ont été arrêtés ces dernières semaines en Égypte. Parmi eux, la blogueuse et journaliste Esra Abdel Fattah et Alaa Abdel Fattah, blogueur et programmeur informatique. Ils sont accusés d'appartenir à un groupe terroriste, de le financer, de répandre de fausses nouvelles portant atteinte à la sécurité nationale et d'utiliser les médias sociaux pour commettre des délits de publication. Après son arrestation, Esra a été battue parce qu'elle a refusé de déverrouiller son téléphone portable et a été ensuite obligée de rester face à un mur pendant 7 heures, d'après le Haut Commissariat de l'ONU.
L'agence de l'ONU appelle l'Égypte à enquêter rapidement et efficacement sur toute allégation de torture ou de mauvais traitement en détention. Des manifestations ont eu lieu à travers le pays, principalement les 20 et 27 septembre. Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, environ 3000 personnes ont été arrêtées depuis le 20 septembre, dont des intellectuels, des militants politiques, des avocats et des journalistes. Les ONG estiment que ce coup de filet est le plus vaste depuis l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi en 2014. La maladie de sommeil transmise par la mouche tsetse qui a provoqué des hécatombes au XXe siècle est en passe d'être éliminée complètement en Afrique, mais à condition de ne pas relâcher l'effort de lutte. Pour ce faire, des équipes de l'Institut Pierre Richet de Bouaké sillonnent régulièrement les campagnes de précision à travers ces images. Causée par un parasite, le trypanosome qui donne son nom scientifique à la maladie, la trypanosomiase humaine africaine est mortelle si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. La maladie du sommeil épuise ceux qui en sont atteints. Des équipes de l'Institut Pierre Richet sillonnent régulièrement les campagnes ivoiriennes pour sensibiliser les populations et détecter les malades. La glossine, non scientifique de la mouche tsetse, vit en effet le long des marigots et dans les champs, s'épanouissant dans les zones humides et ombragées. Les paysans et leurs familles sont donc les premiers touchés. Le traitement par injection ou par perfusion, suivant le stade de la maladie, assez lourd, nécessite une hospitalisation d'une semaine à 10 jours. Il est gratuitement fourni par l'OMS dans toute l'Afrique. Les stratégies de lutte, donc il y en a deux, principalement. On s'attaque au réservoir humain en faisant du diagnostic et du traitement. Donc ça permet d'assainir le réservoir humain de parasites. Et donc on fait aussi ce qu'on appelle de la lutte antivectorielle. L'idée étant de faire baisser les densités de glossine dans les zones où la maladie se transmet, pour protéger les populations et éviter donc la transmission du parasite. La Côte d'Ivoire est en pointe dans la lutte contre la trypanosomiase, avec seulement 8 cas détectés depuis 2015. Le pays vise l'arrêt de la transmission dès 2025. Sur l'ensemble de l'Afrique, seul continent où la maladie est présente, seulement 1000 cas de trypanosomiase humaine africaine ont été recensés en 2018. Un chiffre sans commune mesure avec le pic de 300 000 malades estimés par l'OMS dans les années 1990. L'OMS vise un arrêt total des infections d'ici 2030. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.